Côte d'Ivoire, Abidjan Cocody, le vendredi 3 novembre 2023, le président du parti politique Le Renouveau démocratique, M. Lamoussa Djenko, a donné 10 solutions à la cherté de la vie en Bonjour Côte d'Ivoire. encore, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je dis merci à Dieu de nous avoir permis de nous retrouver encore ce matin. Merci à vous, chers journalistes, pour votre présence. Notre pays a de sérieux problèmes et il nous appartient tous d'analyser toutes les solutions possibles, de voir ce qui peut permettre à notre pays d'amorcer la voie du vrai développement. Et le gouvernement n'a toujours pas trouvé la solution aux victimes de la guerre de 2010. Je vous avais dit que j'allais revenir chaque fois sur ça, parce que le problème demeure. Et tant qu'il n'y aura pas de solution, nous continuerons d'en parler. Et je vous rappelle que si Dieu nous fait grâce, ce parti politique va résoudre ce problème. La conférence d'aujourd'hui porte sur la cherté de la vie. Je voudrais attirer votre attention sur ce problème qui est permanent, qui est avec nous depuis des décennies et qui n'ira nulle part. C'est quoi la cherté? C'est le caractère de ce qui est cher, coûteux ou qui exige de lourdes dépenses. Prix élevé de quelque chose, exemple l'essence, denrées alimentaires, le logement, l'éducation, les soins, le déplacement. Et tout ça, c'est la cherté de la vie. Et nous vivons cela depuis plusieurs décennies. La vie chère est une augmentation des prix de produits de consommation courante, alors que le pouvoir d'achat des ménages n'évolue pas. Les pauvres souffrent beaucoup durant la cherté de la vie. 40% de notre population est en dessous du seuil de pauvreté. Plus de 40% ont une insuffisance alimentaire et c'est très alarmant. C'est un sujet permanent qui a toujours été d'actualité dans tous les gouvernements depuis le président Félix Houphouët-Boigny en passant par les présidents Bédié, Guèye, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. On a appelé ça à l'époque la détérioration des thèmes de l'échange, de conjoncture, etc., etc. Ce problème ne changera pas parce que notre économie suit un modèle qui ne lui permet pas de se débarrasser de cette difficulté. Je voudrais attirer l'attention des journalistes sur cet aspect très important. Parce qu'il vous appartient aussi d'informer la population. Ce problème, il est là. Quand j'étais jeune, dans les années 60, il était là. Il a toujours été là. Il est encore là sous le gouvernement Ouattara. Et alors, cherchons à comprendre pourquoi est-ce qu'un problème est récurrent et on n'arrive pas à lui trouver le problème. Et nous allons suivre une démarche méthodologique pour comprendre ce que le Renouveau démocratique vous dira concernant la cherté de la vie. Mes chers frères, je voudrais que vous preniez note, parce que nous allons suivre une démarche un peu différente, historique, complexe. Et il n'y a pas de solution à la cherté de la vie avec le modèle économique que nous avons en Côte d'Ivoire. Le président Alassane n'a pas de solution à la cherté de la vie. Il n'en aura pas tant qu'il restera dans ce modèle économique. C'est pourquoi, durant ces 13 ans à la tête du pays, rien n'a changé. Je voudrais que vous, quand je vous dis de prendre note, c'est que c'est très important ce problème. Sous ce gouvernement, il n'y aura pas de changement. La cherté de la vie sera toujours avec nous. Pour bien comprendre, nous allons faire un peu d'histoire économique de notre pays avec la France. Je voudrais que vous suiviez les raisons de notre pauvreté. En 1804, Napoléon perd l'île de Saint-Domingue avec la Révolution haïtienne. 40% de l'économie de France provenait de cette région. La France se réorganise et fait le blocage de l'île.
Elle demande réparation pour la perte de ses esclaves et ses plantations avant de reconnaître l'indépendance de l'île. Haïti accepte de payer les réparations et paie la France jusqu'en 1947. Je voudrais que vous suiviez un peu les événements et les dates pour comprendre où est-ce que je veux aller avec ça. Haïti alors impose des impôts à ses citoyens jusqu'en 1947, date du dernier chèque que le pays a signé à la France. Près de 21 milliards de dollars que Haïti a payé, de la valeur de notre monnaie actuelle, ont été payés à la France. Et donc, dans cette date de 1945, 1947 correspond à la période de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La France a cherché économiquement à exploiter ses anciennes colonies. 1914-18, Première Guerre mondiale. 39-45, Deuxième Guerre mondiale. Les deux guerres ont été dévastatrices pour l'Europe. Et en 1945, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Toute l'Europe est détruite. L'on cherche à reconstruire l'Europe. La France cherche à se reconstruire. En 1945, en même temps que la France ratifiait les accords de Bretton Woods, qui faisaient du dollar américain la monnaie dominante et de référence, cette même France créait le franc CFA pour contrôler l'économie de ses colonies. L'objectif de la France, elle vient de sortir d'une guerre. Il faudrait trouver tous les moyens possibles pour reconstruire son économie. L'Afrique faisait partie de son plan. En 1948, il y a 16 pays européens, y compris la France, recevaient un prêt des États-Unis sous le plan Marshall. Cette aide s'évalue à près de 150 milliards d'euros. La France a reçu près de 34 milliards, ce qui représentait 23% des fonds du plan Marshall. La France a donc mis en place une politique de franc CFA pour aider son économie dévastée par la guerre. En moins de 15 ans, l'Europe s'est reconstruite. En 1959, alors, la France a conditionné notre indépendance avec les 11 accords dont nous avons parlé pendant notre conférence de presse sur la France et l'armée française. Tous les pays francophones, y compris la Côte d'Ivoire, avec le président Houphouët-Boigny, ont signé, sauf la Guinée de Sékou Touré. L'accord qui a détruit l'économie des pays africains fut l'accord numéro 2, qui était la confiscation automatique de 105% de réserves d'échange dans un compte d'opération tenu par le Trésor français. Les accords, vous les avez, je vous avais distribué ces accords, et ceux qui n'en ont pas, je suis prêt encore à vous donner des copies. Et aussi, l'un des accords consistait à rembourser à la France le coût des infrastructures pendant la période coloniale. La France est notre problème. La France sera aussi notre solution, avec les propositions que le renouveau démocratique va faire. La France n'a encouragé que l'économie agricole qui consiste à produire du café, cacao, EVA, palmier à huile, banane pour la France. En retour, lorsqu'on vend ces produits agricoles, on achète avec la France des biens d'équipement qu'on ne produit pas, à savoir les réfrigérateurs, téléviseurs, voitures, climatiseurs, des machines. Pour illustrer ça, depuis 1959, je vais vous donner un exemple. On prend 100 milliards, on vend 100 milliards de café, cacao, EVA en France. En principe, avec les réserves, on devait rentrer avec 100 milliards. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Dans les 100 milliards, 65% restent à la Banque de France. Donc nous avons 35 milliards. Et dans les 35 milliards qui restent, en revenant, nous achetons ce que nous ne produisons pas. Les biens d'équipement, les machines, les réfrigérateurs, congélateurs, etc. Il ne nous reste que 5 milliards sur 100 milliards. Et donc nous rentrons avec réellement 5 milliards en Côte d'Ivoire, après avoir vendu 100 milliards en Europe, en France. Et même dans les 5 milliards qui devaient être dans nos banques, comme nous avons un code d'investissement qui permet de rapatrier les profits, la France va encore rapatrier les profits puisque la plupart des entreprises depuis 1960 étaient françaises. Donc les bénéfices sont encore retournés en France. Donc dans les 5 milliards, on a 1 ou 2 milliards qui retournent encore en France. Dans le cadre même de l'Agence de développement française, toute l'assistance de la France à l'Afrique, à la Côte d'Ivoire, tout retourne en France.
les salaires des expatriés avec les primes de dépaysement, l'achat des véhicules français, les usines qui nous viennent de la France. Tout est mis en œuvre pour que toute la richesse de la Côte d'Ivoire retourne en France. J'ai grandi à Hiro-Lamé, pas loin d'ici, à 40 km d'Abobo. Et quand je grandissais, c'est une station principale qui a été créée en 1924. Mon père y a travaillé de 1950 à 1980. Et dans les années 50-60, la plantation était la deuxième plantation de palmiers à huile en Côte d'Ivoire après la plantation de Grand Drouin-Sassandra. Tous les cadres étaient français. Le premier cadre africain est venu quand j'étais encore à l'école primaire. Tout était français. Tout était français. Les véhicules étaient françaises. Il y avait les 2 chevaux, les Renault 4, les 403, les 404. Je me rappelle encore. Tout était fait pour que tout retourne en France. Nous n'avons rien qui reste dans nos banques pour faire des prêts aux nationaux. Nous n'avons aucune politique monétaire qui consiste à injecter de la liquidité dans notre système en mettant le crédit à la disposition des citoyens, des consommateurs et des entrepreneurs pour créer une économie viable. Et donc, on est resté sur ce modèle depuis 1960 sous le président Houphouët-Boigny jusqu'au gouvernement du président Ouattara. Le président Ouattara suit le même modèle. Nous sommes un pays agricole, rien d'autre. La France nous a orientés à l'agriculture, rien d'autre. Pas d'industrialisation. On vend café, cacao, et ce qu'on gagne, on achète les produits de biens d'équipement avec la France. L'agriculture représente 23% du PIB ivoirien et emploie près de 45% de la population active, 73% en zone rurale, et contribue à près de 2/3 des exploitations du pays. Le danger, c'est qu'on ne contrôle pas les spéculations de nos produits de rente à la Bourse de Paris, de Londres, de New York. Notre économie est à la merci des spéculations. C'est-à-dire, la moindre spéculation qui dérange aujourd'hui, qui fait basculer les prix, nous n'avons plus rien. Nous n'avons plus d'économie, puisque tout dépend de l'agriculture. Nous n'avons pas le contrôle à la bourse en Europe, aux États-Unis. Nous n'avons pas investi dans le chocolatier en Europe pour au moins être membre du conseil d'administration de ces entreprises. Nous ne vendons que du café et du cacao et nous revenons nous asseoir, nous attendons que tout change. Et si tout bascule, notre économie est complètement partie. À une des conférences de presse, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est encore disponible dans YouTube, le président Houphouët-Boigny plaidait pour le prix du café et cacao. François Mitterrand était assis à côté de lui. Il s'adressait à ses amis. Il leur disait, faites tout, nous avons des difficultés, nous avons besoin de votre aide pour le prix du café et cacao. Ce que le président Houphouët-Boigny n'a pas compris, François Mitterrand ne peut pas fixer le prix du café et cacao. Macron ne peut pas fixer le prix du café et cacao. Ça se fixe à la bourse. Les décisions sont faites à la bourse. Et le système français est mis en place pour effectivement nous permettre de partir sur ce schéma, d'être uniquement qu'agricole, et puis de nous asseoir, attendre que le ciel nous ouvre les portes afin que nos produits soient maintenus, le prix de nos produits soit maintenu. Les présidents français suivent tous une cartographie économique de la France depuis 1800, qui consiste à exploiter économiquement les anciennes colonies. Ils défendent bien leurs intérêts, nous n'avons jamais pu défendre la nôtre. C'est-à-dire que la cartographie a été mise en place depuis 1800, depuis le temps de Saint-Domingue, c'est-à-dire l'Haïti actuelle. Nos colonies vont nous servir. 40% de notre économie provenait, de l'économie française provenait de l'Haïti en 1800, pardon. Et donc cette politique est restée en place, une cartographie économique est restée en place. C'est ça que la France a suivi. Tous les présidents français suivent ça jusqu'à nos jours. On ne développe pas une agriculture, une économie avec l'agriculture au XXIe siècle. Vous ne pouvez pas développer votre pays avec l'agriculture au XXIe siècle. Selon les statistiques, je vous donne quelques statistiques, l'agriculture représente autour de 4 à 5% du PIB mondial. 3,5% du PIB en France, 0,7% aux États-Unis, mais si on ajoute l'agroalimentaire, on a 5,4%. En Côte d'Ivoire,
Nous sommes à 23% de notre PIB dans l'agriculture. 23%. Contre 4% dans le monde. Savez-vous que les États les plus pauvres aux États-Unis sont les États du Sud? Les États qui sont restés dans l'agriculture. Mississippi, Alabama, Louisiana, Kentucky, New Mexico, Nevada, tous ces États sont pauvres aux États-Unis, dans les 50 États. Pourquoi? Parce que ces États sont restés agricoles. Et ces États s'en sortent parce qu'ils ont un gouvernement fédéral qui fait des investissements au niveau fédéral, donc ils reçoivent des subventions de l'État qui permettent de mettre à un certain niveau l'éducation, la santé, les infrastructures. Sinon, si c'était des États indépendants, ce seraient des États pauvres. Et nous sommes restés là, nous sommes restés dans l'agriculture. On n'a pas évolué. Le président Alassane n'a rien fait pour changer ce système. Il est resté sur le même modèle, c'est pourquoi nous allons être pauvres. La pauvreté est avec nous, ça va rester avec nous, ça n'ira nulle part, tant qu'on restera agricole. Nous sommes un pays pauvre, acceptons-le. Nous sommes très pauvres. Nous n'avons aucun contrôle de notre monnaie. La preuve, en 1994, la France a unilatéralement dévalué le franc CFA de plus de 50%. Donc, subitement, la pauvreté s'est aggravée au pays avec une perte de plus de 50% de notre pouvoir d'achat. Ça veut dire quoi? On dévalue la monnaie de 50%. Immédiatement, ce que vous avez l'habitude d'acheter avec votre franc, vous ne pouvez qu'acheter la moitié. Vous savez comment la pauvreté, la cherté de la vie s'installe? Ce sont ces méthodes-là, ce sont ces méthodologies utilisées par la France qui démontrent que nous avons des problèmes. Et Bédié n'a absolument rien fait. Le gouvernement de Bédié n'a absolument rien fait. On dévalue la monnaie. On a des difficultés. Subitement, la France se trouve à un pouvoir d'achat de plus de 50%, pendant que nous perdons un pouvoir d'achat de 50%. Donc la pauvreté s'est installée. On est resté sous le même modèle même après la dévaluation. Il n'y a eu aucun accord avec les pays africains. La France prend la décision, on dévalue, et puis c'est terminé. La question est de savoir pourquoi depuis 1960, nous avons été incapables de dire à la France que ce modèle ne marche pas pour nous. Pourquoi les économistes ivoiriens, y compris le président Ouattara, qui est économiste lui-même, continuent de croire que cette parité ou la garantie française qui est de notre monnaie est stable alors que nous devenons de plus en plus pauvres? Mais pourquoi sommes-nous encore même dans les accords de 1959? Ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. Pour tous ceux qui ont étudié l'économie ou les finances, personne ne vous dira qu'il y a une étude a été faite, ou qu'il y a eu des textes, ou qu'il a étudié à l'université, de la mise sous tutelle d'une monnaie à une autre monnaie. Ça n'existe nulle part en économie. Ça ne s'étudie pas à l'université. C'est seulement la France et les pays africains qui ont accepté ce principe et qui est encore là. C'est pourquoi nous sommes toujours pauvres et nous resterons pauvres. Nous n'avons pas de politique monétaire alors que c'est l'outil premier même d'une économie. C'est la monnaie. Nous n'avons que la politique fiscale. C'est pourquoi nous avons la cherté de la vie en permanence. On n'a pas pu diversifier notre économie. Au fouet, quand nous avons eu une croissance, c'est un miracle, on n'a pas diversifié pour industrialiser le pays. Nous sommes restés agricoles. Et donc, l'assiette de l'État est très petite, puisque c'est seulement l'agriculture, rien d'autre. Et chaque fois, nous avons un déficit budgétaire, parce qu'on a un budget, il y a un déficit budgétaire. Et comme il y a un déficit budgétaire, il faudrait chercher l'argent pour pouvoir renflouer le budget de l'État et payer ses dettes. Mais puisque l'assiette est petite, la contribution est très petite, c'est le secteur agricole pour la plupart, et puis bon, le service, ce n'est pas aussi trop important. Alors l'État est obligé de demander à chacun de vous de payer des impôts. Il y a des impôts à tous les niveaux. Et c'est pour ça que vous avez la cherté de la vie. Ça ne changera pas. Vous pouvez changer à Alassane, mettre quelqu'un là. Tant que le système est là, ce sera la même chose. Ce n'est pas l'homme qu'il faut changer à la tête de l'État. C'est le système économique que nous avons qui ne marche pas, qu'il faut changer. Nous, le Renouveau démocratique, on peut venir au pouvoir. Si on utilise la même méthode que le président Alassane, ce sera la même chose. Si Alassane reste là encore pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, ce sera la même chose. Rien ne changera. Donc vous avez affaire à la charte de la vie permanemment.
Je vous donne un exemple très simple. Quand on fait rentrer une voiture en Côte d'Ivoire, on paye 44% pour la faire rentrer en Côte d'Ivoire. 32% des droits de douane pour les véhicules de transport, et avec les frais annexes, vous êtes à près de 40%. Les transporteurs récupèrent ça où? Le gouvernement ne peut pas leur dire, bon, diminuer le prix du transport. Non, vous leur imposez à 30 à 40% d'impôts. Ils sont obligés de lever le coût des transports. Qui dit coût des transports? Dit coût de tout ce que nous consommons qui provient de l'intérieur. Mais j'ai travaillé à la direction financière. J'étais directeur financier chez Chrysler pendant 15 ans et chez Toyota. Il n'y a que 3%. 3%, cela n'est pas des États. 3%. Nous avons 40%. 3. Ils sont plus riches que nous. Mais l'impôt à 3%. Le plus où j'étais dans la région de Washington, c'est 6%. Nous sommes à 40-44% dans un pays pauvre. Et vous vous étonnez qu'il y a une cherté de la vie? Notre dette, nous avons 26 000 milliards de dettes. Ce qui représente, c'est une dette faramineuse. Nous, ça fait 844 000 francs CFA par être vivant en Côte d'Ivoire. Bébé, vieille femme, jeune femme, homme, enfant, n'importe quel âge, chacun devrait payer 844 000 francs CFA pour rembourser la dette de l'État. Le PIB de la Côte d'Ivoire, la dette par rapport au PIB n'est pas très grande. Elle est à peut-être 58-60%. Ce n'est pas très alarmant, parce que nous sommes à plus de 113% aux États-Unis. Le problème n'est pas là, c'est qu'en 13 ans, nous avons accumulé une dette exceptionnelle à 26 000 milliards. La question est de savoir, mais on a fait quoi avec 26 000 milliards? Le budget de l'État en ce moment est augmenté encore à 13 000 milliards. On fait quoi avec les 2 000 milliards de surplus? Mais c'est faramineuse comme somme. C'est petit par rapport au PIB. J'allais attendre un 26 000 milliards peut-être en 30 ans, en 25 ans. Nous sommes en 13 ans à 26 000 milliards de dettes. Et quand on va demander à l'État de Côte d'Ivoire de nous dire, mais qu'est-ce que vous avez fait? On va dire, bon voilà, il y a un pont ici à Cocody. Il y a une route qu'on a tracée ici. C'est seulement sur Abidjan. Moi, je viens de l'intérieur. Il n'y a pas de route. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire, vous demandez à chaque Ivoirien de payer 844 000 francs CFA pour qu'on puisse rembourser la dette de la Côte d'Ivoire. Le SMIC à 75 000 francs. C'est-à-dire, la personne qui a 75 000 francs, vous lui dites, ne mangez pas, dormez dehors, ne vous soignez pas, ne bougez même pas, travaillez seulement et donnez-nous 115 000 francs. Il va lui prendre 1 an pour payer les 844 000 francs CFA. Mais, mes frères journalistes, moi je m'adresse à vous parce que je vous ai déjà toujours dit, si vous n'informez pas les gens, si vous ne vous lancez pas dans ce débat, la Côte d'Ivoire va rester là où la Côte d'Ivoire est. Ce n'est pas une question d'idéologie politique ici. Moi, je ne suis pas là pour dire venez tous au renouveau démocratique. Ce n'est pas ce que je veux faire. Notre objectif au renouveau démocratique, cherchons des solutions, informons la population, faisons tout pour que ce pays sorte de la cherté de la vie. Informez. À l'intérieur même de vos partis politiques, faites remonter les informations pour que les autorités comprennent qu'on a un problème sérieux, systématique, il faut le changer. Si vous ne dites rien en tant que journaliste, rien ne se passera. Absolument rien. Sans vous, le peuple est foutu. Sans votre plume, sans que vous informez, le peuple est foutu. Depuis l'indépendance, on fait 3 choses quand on va prendre des prêts. On construit les routes, on construit quelques écoles, et puis quelques dispensaires et des annexes. On a fait ça depuis 63 ans. Le président Lassane est venu, c'est la même chose qu'il est en train de faire. Rien n'a changé. Vous espérez que nous allons nous en sortir avec le même mécanisme? Honnêtement dit, vous ne pensez pas que 13 ans de gouvernance, c'est quand même suffisant pour qu'on ait des changements quand même dans un pays? Nous avons de mal en pire. Quelque part, il faut qu'on change. Voilà d'où vient la cherté de la vie. C'est pourquoi c'est permanent.
Oufou était là, c'était là, ça n'a pas bougé, parce que c'est le même mécanisme. On prend des prêts, on fait 3 choses, ça n'a pas changé. Bédier, même chose. Gueye, même chose. Gbagbo, la même chose. Alassane est venu, il n'a pas changé de modèle, il est resté dans le même modèle. Si nous on vient et qu'on reste dans le même modèle, ce sera la même chose. Vous serez toujours pauvre et ce sera toujours cher la vie. On va prendre des dettes, il faut rembourser. Si vous ne remboursez pas, vous avez un problème. Quand on prend des dettes, il faut rembourser. Si vous êtes trop endetté, on revient vers vous pour vous dire, écoutez, il faut une restructuration, il faut que le gouvernement diminue ses dépenses. Et quand le gouvernement diminue ses dépenses, c'est quoi? C'est diminuer, de faire des routes, des écoles et des santé. Après 5 ans, tout est écroulé. Il faut repartir à zéro. La Banque mondiale, le Fonds monétaire international, ils ont joué avec nous sur ce plan-là depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Et ça n'a pas changé. Comme on est économiste, on a étudié l'économie aujourd'hui, on comprend. Il faut qu'on change. On ne peut pas accepter ce principe, espérer que le peuple va s'en sortir. On impose à n'importe quel moment des impôts. Et les gens qui sont au gouvernement ne souffrent pas. Je vous avais dit la semaine dernière, une autre conférence sur le système qu'on a mis en place de personnes qui ont le privilège. Ce sont ceux qui sont au gouvernement. Ils ne sentent pas la crise. C'est nos frères et sœurs, c'est vous, c'est nous tous. Le président Ouattara n'a pas de solution. Ça, je vous le dis. Vous pouvez écrire ça noir sur blanc. Il est resté lui-même dans ce même modèle que tous ses prédécesseurs. Non, je parle pure économie, hein. Je ne suis pas en train de critiquer quoi que ce soit. C'est pure économie. Il ne peut pas, il n'a pas de solution, ça n'existe pas. Donc, si on veut voir la responsabilité, c'est le chef de l'État. C'est ça, dans tous les gouvernements, on dit « the bucket stop here », c'est-à-dire que c'est le chef de l'État qui est responsable. Donc, si on veut voir le chef de l'État, le président Ouattara, est responsable de la cherté de la vie. Vous pouvez écrire ça aussi. Et ce qui est encore grave, face à la gravité de la situation, le gouvernement n'a rien fait pour baisser le train de vie de l'État. Le gouvernement ne s'inquiète vraiment pas de la souffrance de la population. Sinon, comment comprendre que ce gouvernement a 33 ministres? Mais pourquoi faire avec 33 ministres? Je vais vous faire une comparaison un peu. 33 ministres suppose qu'il y a un ministre par million d'habitants. Vous êtes d'accord avec moi? On est presque 30. C'est un budget. Aux États-Unis, il y a 340 millions d'habitants. En principe, si on prend ce ratio, on devrait être un ministre par million d'habitants. Le gouvernement du président Biden devrait être 340 ministres, n'est-ce pas? Imaginez-vous que Biden vient à la Maison Blanche, vous dit que j'ai 340 ministres. Non. Réellement dit. Il dit mon gouvernement est prêt avec 340 ministres. Mais ce sera la folie. Mais c'est ce ratio-là que nous avons, c'est la même folie. On a 33 ministres. Le gouvernement américain n'en a que 15. On n'a pas besoin de 33 ministres dans un pays de 30 millions d'habitants qui a des difficultés financières, qui a la cherté de la vie. 15 ministres suffisent. Au maximum 20. Autre anomalie, on a un Sénat dont le tiers est nommé par le chef de l'État. Un Sénat, pourquoi faire encore? Les Américains ont un Sénat pour une raison. Je vous avais dit la dernière fois, ils ont 50 États. Ils sont 340 millions d'habitants. Quand le pays a pris son indépendance avec les 13 premiers États, ils se sont dit, il faut que chaque État ait le même poids au Sénat. Donc il y a 2 par État. Il y a de très grands États comme le Texas, la Californie. Et comme les 2 sénateurs ne peuvent pas réellement représenter tout le peuple, c'est pour cela qu'on a encore la 2e chambre. Mais nous, on a la 2e chambre ici pour exactement quoi faire. J'ai entendu un débat à la télévision, j'ai suivi un débat à la télévision, un panéliste qui disait que le président était dans ses droits de nommer un tiers du Sénat parce que la Constitution qu'on a votée, c'est la Constitution qui lui donne ce droit. Mais j'étais écœuré. Vous devrez être écœuré aussi. C'est justement ce qui fait notre problème. Vous croyez que ceux qui ont dit oui à la Constitution
comprenaient de quoi il s'agissait. Ah, le peuple a voté. Bon, votez. Le président dit, la constitution va changer. Votez. On vote. C'est passé. Vous êtes sûr que vous allez en Côte d'Ivoire, à l'intérieur profond de la Côte d'Ivoire, que vous demandez à nos frères et sœurs, nos parents paysans, constitution, ça veut dire quoi? Vous avez voté là, vous avez compris quoi là-dedans? Rien. Ceux qui sont pauvres ne savaient pas qu'ils étaient en train de voter pour un gouvernement de 33 ministres. Avec un Sénat qui allait prendre un budget qu'on pouvait utiliser pour faire d'autres routes, des écoles. On pouvait construire un dispensaire de plus avec le budget du Sénat. Mais la question même que je me pose quand ce panéliste a dit que le président est dans ses droits, mais c'est quand même écœurant. Écoutez, pourquoi des hommes de droit, des éminents professeurs de droit à l'université d'Abidjan, des gens qui ont enseigné le droit constitutionnel, mais comment ils peuvent faire une erreur aussi grave que ça pour soumettre cette constitution au référendum? Un Sénat avec un Premier ministre. On n'est pas dans un régime parlementaire. La nomination du président de la Cour constitutionnelle par le président de la République, c'est encore anticonstitutionnel. La nomination d'un vice-président, etc., qui n'est pas allé aux élections avec le président. Je voudrais ici mettre l'accent sur le Sénat avec son budget dans un pays aussi pauvre comme le nôtre. Et tenez-vous bien, les sénateurs ont déjà perçu à peu près un salaire de 15 milliards 681 millions de francs CFA depuis leur fonctionnement, sans oublier d'autres dépenses associées à leur siège. Ce budget pouvait construire une école de plus, une route de plus, un dispensaire de plus, des médicaments de plus. Je viens de parcourir récemment la région de Daloa, Lakota, Man, Quibli, Bangolo. Nous sommes aussi allés, comment on appelle, à Giglo. Mais partout où nous sommes passés, c'est la pauvreté extrême. Nous avons parcouru notre cortège, nous avons parcouru 1 heure, 2 heures. On n'a pas rencontré une voiture qui nous a... On n'a pas rencontré une voiture sur le chemin. Peut-être que des motos. Pourquoi? Parce que la route était impraticable. Il n'y a pas de route à l'ouest. Ça n'existe pas, il n'y en a pas. Et à Boïri, à Gagnoa, dans le département de Gagnoa, quand on arrivait, nous avons rencontré l'infirmier. L'infirmier venait d'arriver. Ils ont construit eux-mêmes leur dispensaire, les villageois. Et ils ont demandé à l'État d'affecter un infirmier. Ça a pris 3 ans. À Boïri. À Dagodoua, Lakota, dans une population de 3000 habitants, il n'y a pas de dispensaire. Il n'y a pas de maternité. Il y a une école. Mais les gens se soignent comment? Nous sommes au 21e siècle. C'est-à-dire qu'il faut aller à l'intérieur du pays pour comprendre l'extrême pauvreté des Ivoiriens. Il y a la pauvreté ici, hein, même en Abidjan. Mais l'intérieur, c'est encore grave. Vous allez pleurer. Les planteurs ont des difficultés pour même écouler leurs produits. Une dame qui nous disait que ses produits pourrissent parce qu'elle est veuve. Elle se débrouille dans sa plantation. Elle n'arrive même pas à faire sortir son cacao de sa forêt parce qu'il n'y a pas de route. Vous savez que les gens déplacent les marchandises à moto. Ils font le transport à moto. Nous, on était obligés de freiner pour laisser des motos nous dépasser. Parce qu'ils sont derrière, ils klaxonnent. On va lentement, ils veulent aller vite. Mais nous sommes en Côte d'Ivoire, de 2023. Il y a des classes où il n'y a pas de toit. Il y a des classes où il n'y a pas de banc. Les enfants s'asseyent à terre pour écrire. Et s'il y a des bancs, ils sont à 4 sur les bancs. Mais comment vous voulez éduquer une nation dans des conditions pareilles? Nous devrons tout de même avoir des priorités. C'est-à-dire, le gouvernement devrait gérer le pays comme un père qui gère sa famille. Ça veut dire quoi? Un père qui gère sa famille vient à la maison, il voit que son fils n'est pas à l'école, c'est sa priorité. Je vais tout faire pour que mon fils parte à l'école. Mon fils doit se soigner. On doit manger à la maison. Rien d'extra, rien d'extraordinaire, rien d'inutile. Le gouvernement ne vit pas comme ça. Le gouvernement ivoirien vit avec prend des actions inutiles
Pourquoi est-ce qu'on a un Sénat? Pourquoi on nomme des gens qui sont pas pauvres, ceux qu'on vient de nommer au Sénat. C'est des gens qui ont travaillé, ils ont eu des fonctions, et ils ont été salariés, ils ont la retraite, peut-être ils sont à la retraite, et puis ils sont sénateurs. Pendant que des villageois meurent de faim, l'espérance de vie à 57 ans, les gens n'arrivent pas à se soigner. Les gens, quand vous leur parlez, vous avez envie de pleurer. Parce que vous sentez la misère. Ils vous disent, allez-y leur parler, ils sont sincères, ils vont vous parler, ils vont vous dire, vous êtes journaliste, allez-y à l'intérieur du pays, parlez à ces paysans. Vous allez comprendre effectivement, ce dont nous sommes en train de parler. Le gouvernement n'a aucun programme de réduction de la pauvreté. Il n'en aura pas. Ce n'est même pas la peine de rêver, il n'y en a pas. En principe, on utilise en économie la politique monétaire ou fiscale pour dire l'inflation. Nous, on ne connaît pas ça. Bon, je viens de parler de l'inflation. Parlons-en d'inflation. Lorsqu'on parle d'inflation, on parle de l'augmentation des prix de biens et services. Ce qui veut dire que notre argent permet d'acheter quelque chose de moins en moins quand il y a une inflation. Donc l'inflation érode progressivement la valeur de la monnaie. Le gouvernement du président Ouattara nous a dit qu'il maîtrise l'inflation. C'est vrai, c'est la vérité, il maîtrise l'inflation. Parce que quand on a un taux d'inflation de 5% mondialement, c'est acceptable en économie. Oh, c'est 5%, c'est pas grave. Mais ce qui ne vous dit pas, c'est que le gouvernement ne contrôle pas l'érosion de votre pouvoir d'achat. C'est-à-dire que si l'inflation reste à 5%, en 10 ans, vous allez perdre 50% de vos pouvoirs d'achat. S'il n'y a pas augmentation des salaires. Ce que le gouvernement aurait dû faire, c'est ce qu'on appelle ajustement du coût de la vie. C'est-à-dire s'il y a une inflation de 5%, on augmente les salaires de 5% pour l'accompagner, pour ne pas qu'on perde cette valeur. Mais pendant 15 ans, je crois, 15 ou 13 ans, on n'a pas augmenté les salaires dans ce pays. Vous avez perdu 75% de la valeur de votre monnaie, de votre pouvoir d'achat. Et c'est ça l'inflation. C'est vrai, c'est 5%, mais si on n'augmente pas les salaires, on devient pauvre de 5% chaque année. C'est ça aussi la pauvreté. C'est ça la cherté de la vie. C'est encore pire chez nos parents paysans qui n'ont pas de salaire. Et ils vendent leur café cacao une seule fois par an, et puis ils s'arrêtent là. Quand tout augmente, ils n'ont pas de choix. Ils sont obligés de diminuer, pas un train de vie. C'est-à-dire, c'est la survie. Et c'est de ça qu'il s'agit dans nos campagnes. Même sous Houphouët-Boigny, on n'a pas fait augmentation de salaire pendant de très 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 longues périodes. Qu'on ne vienne pas nous parler de facteurs extérieurs comme l'Ukraine ou la crise palestinienne. Depuis que nous étions petits jusqu'à nos jours, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a toujours des crises. Il en aura toujours des crises. Il appartient à tout gouvernement d'anticiper, de faire un programme de telle enseigne que ces crises n'affectent pas trop leur niveau de vie et le coût de la vie. Nous n'avons pas ce programme chez nous. On n'a pas d'autosuffisance alimentaire. On n'a absolument rien. C'est-à-dire qu'on vit comme ça. Quand il y a une crise, c'est très facile pour le gouvernement de dire c'est l'Ukraine, c'est la Russie, c'est, comment on appelle, le Moyen-Orient, c'est l'Israël, c'est pourquoi la vie est chère. Mais absolument inacceptable, parce que c'est le rôle de l'État de gérer l'économie de telle enseigne que nous n'avons pas les répercussions de ces crises qui sont permanentes, qui sont avec nous à tout moment. Je vais vous donner un exemple aux États-Unis. Ils appellent ça Strategic Petroleum Reserve, qui consiste à acheter du pétrole lorsque les prix sont bas. Ils réservent ça. Ils conservent. Ils achètent jusqu'à 750 millions de barils. Et quand les prix montent à l'international, ils pompent ça dans leur économie pour ne pas qu'il y ait des effets négatifs sur le coût de la vie et sur le niveau de la vie. Est-ce que nous avons ce programme ici? Depuis l'Ukraine, le problème d'Ukraine, le pétrole a augmenté aux États-Unis de 5%. Ici, nous avons 10%, même avant-hier. Avant-hier, on vient de faire 10%. À la date du 31 octobre 2023, le coût moyen de l'essence aux États-Unis est de 3,48 $ par gallon. Un gallon fait 3,78 litres. Et si nous faisons les maths, $1 aujourd'hui à 621 francs CFA, donc
on a 2157 francs CFA pour 3 litres 78. Ça veut dire qu'un litre coûte 570 francs CFA en Amérique. Nous, on a 875 francs CFA ici. Et vous voyez, ça a un impact sur presque tout. Pourquoi? Parce que les Américains, qui font beaucoup plus d'argent que nous, achètent leur litre à 570. Nous, on a 875. Le SMIC aux États-Unis, c'est-à-dire l'homme le plus pauvre aux États-Unis, il fait 9315 francs par heure. Quand tu travailles. Si vous travaillez 10 heures, vous avez 90 000 francs par jour. Je vais prendre les statistiques jusqu'au niveau de 8 heures par jour. Et il a 1 490 000 francs CFA par mois et l'Ivoirien a 115 000 francs CFA seulement. Vous voyez le contraste? 1 490 000 francs CFA, le plus pauvre aux États-Unis, et nous avons 115 000 francs CFA par mois. Vous demandez à quelqu'un qui a 1 490 000 francs CFA d'acheter de litre d'essence 570 francs. Et vous demandez à quelqu'un qui fait 115 000 francs CFA par mois d'acheter un litre d'essence à 875 000 francs. Mais il y a quelque chose qui ne va pas avec cette image. Je ne sais pas si vous comprenez où je vais en venir avec ça. On n'a pas de plan stratégique de lutte contre la cherté de la vie. On n'a pas de plan stratégique pour l'autosuffisance alimentaire. On ne produit absolument rien. Je me rappelle très bien, Denis Barakano était ministre à l'époque. On a eu tout sur tous les ministres sur l'autosuffisance alimentaire. On a 4 grandes rivières. On peut faire l'irrigation à tout moment. Mais on n'arrive pas à faire encore l'autosuffisance alimentaire. On n'a pas de conservation des denrées alimentaires. On n'a absolument rien. Et pourtant, pendant toute l'année, on peut produire. Les Européens, les Américains, ils n'ont que 3-4 mois pour produire. Hein. Mais ils se nourrissent normalement pendant 12 mois. En 3 mois, parce qu'il y a la neige, vous ne pouvez rien faire. Nous avons tout ici. Et pourtant, le gouvernement n'a aucun programme pour que nous ayons une autosuffisance alimentaire. Parce qu'il y a des gens qui veulent importer à tout prix du riz, donc on n'encourage pas la production du riz chez nous. Il y a des gens qui ne sont pas agriculteurs, ils ne produisent pas café cacao, mais c'est eux qui veulent acheter le café cacao à 200 francs. Ils disent à nos paysans, je me rappelle bien le café cacao, excusez-moi. C'est la SGS qui donne les qualités, qualité 1 jusqu'à qualité 5, etc. L'acheteur vient vous voir, il vous dit votre qualité n'est pas bonne. Et donc, comme elle n'est pas bonne, je vais prendre ça à 250. Mais qu'est-ce que vous voulez que le paysan fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse avec sa fève de cacao? Il est obligé d'accepter. Pourquoi l'État de Côte d'Ivoire n'a pas mis en programme dans un pays où notre économie dépend du café cacao? Pourquoi il n'y a pas eu de programme pour que les paysans produisent la qualité A demandée par le SGS pour qu'ils puissent vendre le café à un prix plus élevé? Ils sont à leur merci. Ils font tout, même quand la qualité est bonne, vous lui dites que ce n'est pas bon, il ne sait pas. Il est obligé de vous vendre ça. Moi, j'ai échangé avec des paysans. Il y en a qui ont vendu leur café cacao, ils ont 60 000 francs. C'est nous avons échangé avec tout le monde. Le plus bas était à 60 000 francs. Il m'a dit, moi, j'ai vendu mon cacao 60 000 francs. Vous imaginez quelqu'un qui travaille pendant 11 mois, 12 mois, il vend son cacao 60 000 francs. Ça revient à combien? 5 500 francs par mois. Vous pouvez vraiment nourrir quelqu'un avec ça. Il y en a qui nous disent que non, moi, mon café, c'était encore mieux. Mon cacao, j'ai vendu à 900 000 francs CFA. Mais, mes frères et sœurs, si vous vendez votre cacao à 900 000 francs CFA, vous êtes pauvre. Vous êtes très, très, très pauvre. Parce que 900 000 francs CFA, ça fait 75 000 francs CFA par mois. C'est le SMIC. Et vous savez nous tous très bien qu'on ne peut rien faire avec 75 000 francs CFA par mois. Et c'est pourquoi la cherté de la vie est avec nous à tout moment. Et donc, pour lutter contre l'inflation, on a 2 plans principaux. Premièrement, c'est la politique monétaire qui consiste à réduire la masse monétaire, c'est-à-dire rendre difficile l'accès au crédit en jouant sur le taux directeur. En principe, on devait avoir un système économique où il y a le crédit qui existe. Crédit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est comme si la banque centrale venait dire, je mets de l'argent dans votre poche pour que vous dépensez. Parce qu'il y en a qui produisent quelque chose, il faudrait que vous achetez. Le producteur a besoin que l'acheteur puisse acheter pour qu'il y ait une économie normale. Et les deux doivent avoir accès au crédit. Nous n'avons ni l'un ni l'autre. Et la politique monétaire consiste à pouvoir mettre le crédit à la disposition de tout le monde
Et quand il y a une inflation, on retire ça. En retirant quoi? En faisant ça quoi? C'est-à-dire, si on vous donne 3, 4, 5% de taux d'intérêt, qu'on voit qu'il y a une inflation, on peut dire, bon voilà, le taux d'intérêt à 8%, 10%. On rend plus cher l'accès à la monnaie. Et donc, ça fait que vous diminuez vos dépenses, vous réduisez l'impôt. On n'a pas cette politique. Tout ce qu'on a, c'est la politique budgétaire et fiscale qui consiste à réduire les dépenses de l'État ou à réduire les impôts. Mais c'est comme ça qu'on corrige l'inflation, je vous ai dit. C'est-à-dire, on n'a pas la politique monétaire. Donc, on a éliminé ça. On n'a que la politique budgétaire et la politique fiscale. Mais en principe, pour réduire l'inflation, le gouvernement devait soit diminuer ses dépenses, soit diminuer les impôts. Entre vous et nous. Vous croyez que le gouvernement va diminuer les impôts? Vous avez déjà vu ou entendu dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, on a diminué les impôts? Jamais. Ça n'aura pas lieu. Parce que c'est tout ce qu'on a. Et on n'a pas ça tout simplement à cause du franc CFA. Donc, ce franc CFA qui a été mis en place n'est pas fait pour nous arranger. Ça ne nous arrangera jamais. La France l'a mise en place pour sa propre économie depuis 1945. Et pour rendre ça beaucoup plus solide encore, pour asphyxier notre économie, la France est venue avec les accords de 1959. Et donc nous sommes en état permanent de cherté de la vie et de pauvreté. Ne rêvons même pas, il n'y a pas de solution. Aucun président actuel ne peut vous trouver la solution de la cherté de la vie parce qu'il n'en a pas. Il n'y a pas de solution. Eh bien, voilà les solutions du renouveau démocratique concernant la cherté de la vie. Numéro 1. Nous estimons au renouveau démocratique que le système français mis en place depuis 1945 avec le franc CFA et les accords de 1959 n'a pas marché pour la Côte d'Ivoire. Et ce fut un système uniquement mis en place par la France pour la France. C'est dommage que tous ceux qui ont dirigé ce pays jusqu'au président Ouattara ne l'ont pas quitté. Par conséquent, le pays en a souffert et continue de souffrir énormément avec une pauvreté et une cherté de vie permanente. Le renouveau démocratique ne reconnaîtra plus aucun des accords de 1959. Nous observons le sentiment anti-français par la jeunesse africaine et même anglophone. La jeunesse veut une fin à cette relation, mais l'élite refuse, parce que c'est cette élite qui est privilégiée, qui arrive à se soigner, à se nourrir, à s'éduquer, à se loger, à être employée, à voyager et à se divertir. Le renouveau démocratique est contre les rhétoriques anti-français. La France a une responsabilité de notre retard, mais tous nos leaders politiques du président Houphouët-Boigny au président Ouattara ont la plus grande responsabilité de notre échec. La France sait défendre ses intérêts, uniquement ses intérêts. Et puis si Dieu nous fait grâce, que nous venons au pouvoir, nous allons mettre fin à ça. Mais nous allons travailler avec la France. Je voudrais que vous compreniez très bien. Nous ne sommes pas anti-français. Nous allons travailler avec la France, mais dans un partenariat nouveau. Nous avons plus de chances de nous en sortir avec la France et l'Occident. Nous allons avoir un partenariat gagnant-gagnant avec la France. Ce partenariat fera gagner 2 fois la France en une génération, plus que ce qu'elle a gagné en 63 ans sous le système que nous décrions. La France nous aidera à nous industrialiser parce qu'elle a une base industrialisée. Et il y a des industries de base qui sont très vieilles. L'électroménager, la pneumatique, il nous faut un haut fourneau à main, la transformation de nos produits agricoles, la conservation des denrées alimentaires. Si on ne met pas ça en pratique, qu'on ne s'industrialise pas, nous ne pourrons pas mettre fin à la cherté de la vie. Parce que si on s'industrialise, on crée plusieurs emplois et plusieurs sociétés. Ces entreprises feront des profits et paieront des impôts, des impôts à l'État. Et les travailleurs aussi paieront des impôts à l'État. Vous voyez, c'est tout fait pour élargir l'assiette de l'État. Si l'assiette de l'État n'est pas large, alors le gouvernement sera obligé de vous imposer des impôts qui font que la vie est chère. Alors nous allons nous lancer dans une industrialisation tout azimut pour la création d'emplois. 2, notre solution numéro 2, le renouveau démocratique va mettre fin au franc CFA. Nous allons immédiatement travailler d'arrache-pied sans la France, avec les présidents de chaque pays de l'UMOA et élargir cette union avec d'autres pays
de l'Afrique de l'Ouest pour avoir une banque centrale normale, fonctionnelle, capable d'imprimer et d'injecter de la liquidité dans notre zone pour stimuler la croissance. 3. Le renouveau démocratique va proposer une politique monétaire africaine au sein de l'UA afin de créer 4 zones monétaires sur le continent. Vous savez, nous avons 50 pays, 50 monnaies différentes, je ne sais pas moi, c'est pourquoi vous voyez souvent, on prend l'exemple sur le Ghana, on n'a pas compris comment est-ce que la monnaie du Ghana s'affaiblit parce qu'il n'y a pas assez d'économie au Ghana. Personne ne commerce avec le Ghana, donc c'est une raison pour laquelle le Ghana, peut-être d'autres pays qui ont des pays singuliers, une économie singulière, ne s'en sortent pas. Nous allons proposer de diviser l'Afrique en 4 zones monétaires en approchant l'UA si nous venons au gouvernement. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, j'ai dit, si Dieu nous fait grâce, et essayer d'avoir 4 zones monétaires, c'est-à-dire de 360, nous sommes 1,4 milliard d'habitants. Chaque zone devrait avoir en interne 360 millions d'habitants. 360 millions d'habitants par zone, c'est presque le marché interne américain, c'est presque le marché interne européen. Et une économie interne d'abord avant de devenir externe. Mais imaginez un instant que nous avons ces zones monétaires africaines, 360 millions par zone, 4 en Afrique. L'Afrique est assise sur une économie de presque 2 fois et demi l'économie de la Terre. L'économie de la Terre. Et ça veut dire quoi? On a 250 trillions de dollars de valeur que nous avons en ce moment et nous sommes assis là-dessus. 250 trillions de dollars en minerais, bauxite, pétrole, l'or, des pierres rares. Ce qui serait important dans ces 4 zones, la valeur que nous avons, nous pouvons imprimer de l'argent pour injecter dans l'économie qui a cette même valeur. C'est comme ça que ça fonctionne ailleurs, aux États-Unis, dans les pays français, européens, avant même l'euro. Parce que si vous attendez que des prêts de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international pour vous développer, vous n'allez jamais vous développer. Si vous voulez aller prendre des prêts pour venir tracer vos routes, vos usines, vous n'allez pas avoir ces prêts pour le faire. Il faudrait, comme je l'ai dit, avoir une économie monétaire où nous pourrons injecter, imprimer l'argent nous-mêmes, injecter dans l'économie. Quand on injecte l'argent dans une économie, cet argent qu'on injecte doit équivaloir les services et biens pour que ce soit équilibré. Si vous injectez trop d'argent que les biens et services, vous avez une hyperinflation. C'est ce qui se passe au Ghana. Mais si on n'a pas cette politique, mais c'est un rêve. Le président Alassane va prendre des prêts, il vient, il vous dit, bon voilà, impôt à tout le monde, vous allez payer. Ça va continuer toute votre vie. La banque centrale n'a pas son rôle, ne joue aucun rôle. Elle est là pour peut-être aider à stabiliser un peu l'inflation, mais ça s'arrête là. Mais pourquoi est-ce qu'on accepte ça? On a eu 2 grands économistes dans notre pays, le président Bédié et le président Ouattara. Pourquoi est-ce qu'on accepte ce principe qui ne nous arrange pas? C'est pourquoi on est toujours pauvre. La Deuxième Guerre mondiale, l'Europe était détruite. Les Français ont pris 34 milliards d'euros avec de prêts aux Américains. À moins de 20 ans, toute l'Europe était construite. Quand vous repartez en Europe, vous n'allez même pas savoir qu'il y avait une guerre. Nous sommes à 63 ans d'indépendance. Quand vous sortez d'Abidjan, c'est la misère, c'est la pauvreté. Et le problème, c'est que, moi je ne sais pas, j'ai voyagé dans beaucoup de capitales africaines. On met l'accent sur la capitale. On construit tout dans la capitale. 10% de la population est dans la capitale. Toutes les routes, c'est de la capitale. Les immeubles qu'on n'a même pas besoin, la capitale. Et des ponts qu'on n'a pas besoin, la capitale. Mais allez-y à l'intérieur du pays un peu. Allez-y voir comment les paysans souffrent. Ceux-mêmes qui font venir le café cacao pour qu'on puisse vivre, n'arrivent pas à vivre, n'arrivent pas à se déplacer, n'arrivent pas à se soigner, n'arrivent pas à s'éduquer, ne mangent même pas à leur faim. Et ils sont nombreux. Est-ce qu'on a un peu pitié de nos parents au village? Est-ce qu'on pense à eux? Quatrièmement, le renouveau démocratique créera un système de crédit accessible à tous les Ivoiriens. On va faire comme aux États-Unis. Il faut qu'on le fasse. C'est-à-dire qu'il y a un système de crédit que l'État met en place, la Banque centrale, l'État. S'il faut même que l'État soit garant, il faut le faire. Ça veut dire que tout jeune
qui a un projet, qui a besoin de fonds, doit pouvoir avoir accès à ça. Si vous n'avez pas ça, vous dites que vous avez un programme de gouvernement pour la jeunesse. Mais qu'est-ce que vous faites exactement pour cette jeunesse? Vous ne pouvez même pas les laisser être maire. Simple maire. Président de l'Assemblée nationale, il est président de l'Assemblée nationale, c'est lourd pour lui, sa tâche. Mais il est maire, député. Le ministre, il est conseiller régional, député, maire. Et vous parlez tous les jours de la jeunesse. Mais exactement de quelle jeunesse vous parlez? De quelle jeunesse exactement? On n'a aucun programme pour les jeunes. Ils sont nombreux, hein? Je vous avais dit la dernière fois qu'on a un système éducatif d'entonnoir. Vous, messieurs les journalistes, et nous, assis ici, nous sommes les chanceux. Dieu nous a fait grâce. Nous sommes parmi les 30% qui ont pu survivre ce système-là. On vous cendre en CM2, on vous cendre en 3e, on vous cendre, avant même il y avait encore bac probatoire, ou encore on devait vous recaler là-bas. Et on vous cendre en terminale. Donc, dans 100 enfants, il n'y a que 3 ou 4 qui rentrent à l'université. Vous faites partie de ces privilégiés. Nous sommes forts, hein, je crois, intellectuellement. On a traversé ce système. Mais qu'est-ce que vous faites de cette jeunesse-là que vous ne laissez pas derrière? Et c'est ce qu'on a fait. Quand vous allez en campagne, vous les voyez, ils ont le niveau 3e, niveau 2e, niveau 1er. Certains n'ont pas pu avoir les moyens pour poursuivre leurs études. Certains sont tombés enceintes pour les filles et on n'a pas eu une structure pour les accompagner, pour les aider. Aux États-Unis, les femmes tombent enceintes tout le temps, les jeunes filles, mais elles vont toujours à l'école. On n'a rien pour notre jeunesse. On n'a absolument pas de programme pour eux. On continue de parler de la jeunesse, mais on n'a aucun plan. Ce qui est aberrant, comme je l'ai dit, comment est-ce qu'il y a 200 communes, on ne peut pas avoir au moins 200 jeunes qui sont maires? Il n'y a pas d'adéquation dans ce que nous disons et ce que nous faisons. Et donc, je dirais qu'on va créer un système de crédit comme en Amérique. Aux États-Unis, nous sommes tous endettés. Moi-même qui suis assis là, je suis endetté. On prend la dette pour vivre. Le gouvernement prend la dette pour vivre. Le gouvernement a 113% de dette. Tous les Américains sont endettés à 90%. Le crédit est disponible, vous avez besoin d'acheter vos voitures, on vous donne ça. Vous prenez 6 ans pour rembourser. Si vous avez un salaire de 400 000, quand on vous dit de prendre 50 000 francs pour payer votre voiture, vous allez pouvoir le faire. Mais si vous n'avez pas ce crédit, on vous dit une voiture ici, d'abord vous avez les impôts de 44% que l'État a le droit de donner 44%. On ne vous donne même pas 5-6 ans pour payer la voiture. On vous dit, bon voilà, écoutez, la voiture coûte 40 millions, 30 millions, 2 fois plus que le prix aux États-Unis. On vous dit, achetez ça cash. C'est pourquoi je ne sais pas combien parmi vous qui ont une voiture. Ce n'est pas possible. Et peut-être si vous avez une voiture, elle a 15 ans. Mais comment est-ce qu'on peut travailler comme ça en permanence? Il n'y a pas de programme pour les jeunes. Ça, je m'adresse aux jeunes. Il n'y a pas de programme pour vous. Ça n'existe pas. 5. D'ailleurs, le chômage, nous sommes à 40, 44%, 45%. Nous sommes à ce stade-là, 40-45% du chômage. Il faudrait ramener surtout à 2 ou 3%. Alors, nous allons financer les projets pour permettre à ce taux de baisser jusqu'à 2 à 3%. Nous allons mettre à la disposition des entrepreneurs des fonds, ce crédit va exister. Ce que nous allons faire, on va créer un système de crédit et nous allons avoir centralisé les payeurs pour savoir qui sont les bons et mauvais payeurs pour que ça joue sur le taux d'intérêt lorsqu'ils viendront prendre les plans. Mais on a un plan pour nous permettre de sortir de notre plan actuel pour que nous puissions avoir accès au crédit afin de construire, afin d'entreprendre et de créer de l'emploi. Donc, numéro 5, nous procéderons à la création d'emplois dans chaque région pour éviter l'exode rural, l'exode urbain. Écoutez, j'ai été à Mans. La semaine dernière, j'étais à Mans. J'étais à Bangolo. J'étais à Quibli. Fakobli. Je vous dis, il n'y a pas de route. Il n'y a même pas d'économie. Mais comment comprendre que on nous a dit depuis qu'on était à l'école primaire et que Mans, il y a un dépôt important de fer. Pourquoi jusqu'à présent, on n'a pas un haut fourneau à Mans?
Pourquoi on ne pouvait pas créer un haut fourneau à Mans et mettre un système de train de Mans à San Pedro pour l'exportation en dehors, transformer uniquement la région. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement Mans, toute la région transformer ça. C'est la nationale qui est la voie bitumée. Vous dépassez Mans, vous ne pouvez pas aller à Biancouma. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'économie. Vous allez dans toutes les villes de l'intérieur, il n'y a pas de développement. Il n'y a absolument rien. C'est le préfet, le sous-préfet, ça s'arrête là. Vous allez faire vos pièces, vous revenez à Abidjan, c'est fini. Mais pourquoi est-ce qu'on accepte ça même, en fait? Moi, je ne demande pas à ce qu'on se révolte ou bien quoi. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais pourquoi est-ce que des gens à l'intérieur du gouvernement, ils savent très bien le problème? Mais pourquoi est-ce qu'on accepte ça? On ne fait pas la pression sur le chef de l'État pour lui dire non, votre programme de gouvernement c'est excessif ici, voilà ce qu'on peut faire là. Quels sont ceux qui conseillent le chef de l'État? Est-ce qu'ils voyagent? Est-ce qu'ils vont à l'intérieur du pays? Est-ce qu'ils savent les problèmes qu'on a? 6. Solution 6. Le renouveau démocratique va effectivement faire le transfert de la capitale à Yamoussoukro, pour désengorger Abidjan, pour permettre à Yamoussoukro d'avoir une vie économique un peu normale. Et il faut que ce transfert soit effectif. On ne peut pas passer tout notre temps à 26 000 milliards, on n'a pas pu transférer la capitale à Yamoussoukro. On construit Abidjan seulement. Métro, pont, route ici, élargissement de la ville. 7. Le renouveau démocratique ramènera et reformera la caisse de stabilisation pour totalement mettre fin à la souffrance et à la pauvreté de nos braves paysans. Nous, le renouveau démocratique, nous serons les défenseurs numéro 1 de nos paysans. Nous n'allons pas laisser nos paysans dans des situations difficiles dans lesquelles ils se trouvent. Quand vous leur parlez, ils vous disent « Mon fils, on va faire comment ?» On n'a pas de choix. Il me montre 2 enfants qui n'ont pas encore été à l'école parce qu'il est incapable de les inscrire ou bien de payer leurs livres et cahiers. La tornade est venue, le toit de l'école est parti. C'est-à-dire qu'il pleut, les enfants se déplacent. Ils ne peuvent pas mettre le toit. Comment vous voulez comprendre qu'une femme qui a une urgence, dans un village de 3000 habitants, il n'y a pas de dispensaire? Et cette femme est à plus de 40-50 km d'une ville principale, Lakota, mais ne peut même pas prendre la voie sur la route. C'est à moto qu'elle va partir là-bas, il n'y a pas de voiture. Mais nous sommes au 21e siècle. Nous ne sommes pas en 1800, en 1910. Nous sommes en 2023. Et nous avons encore ça. On ne fait rien pour résoudre ça. On va créer des sénats. Et quand on parle, on dit non, c'est un petit budget. Ça ne veut rien dire, ce n'est pas un petit budget. C'est le monsieur qui n'a pas pu avoir l'argent pour soigner son enfant. Un petit médicament seulement de paludisme, l'enfant meurt. Vous me dites que le budget de l'État, du Sénat, c'est petit, c'est rien. Moi, j'ai mal, hein. Moi, je ne sais pas, vous, mais moi, j'ai très mal. Solution 8. Nous réaliserons en 3 ans un programme d'autosuffisance alimentaire et mettre l'accent sur la conservation des denrées alimentaires. Vous savez, c'est parce qu'on n'a pas de conservation des denrées alimentaires. Quand il y a une grande production à un certain moment, on a la quantité suffisante sur nos marchés. Et puis quand la saison passe, on n'en a plus. Terminé. Caput. Tout simplement parce qu'on n'a pas de programme de conservation de denrées alimentaires. Il faut apprendre à conserver nos denrées alimentaires. Nous avons la CNRA, nous avons d'autres centres de structure. L'État devrait mettre l'accent sur ça. À la rigueur, si vous ne pouvez pas produire autant, au moins ce que vous avez, pendant les saisons où on en a assez, apprenez à savoir comment est-ce qu'on peut conserver ça. Comme ça, les gens travaillent 3 mois aux États-Unis. Pendant tout l'hiver, tout le monde mange. Parce qu'on se conserve ces aliments. On n'a pas ça. La saison est passée, c'est fini, on n'en a plus. Ceux qui sont dans l'achat et la vente du riz n'encouragent même pas la riziculture dans notre pays. Action numéro 9.
La corruption coûte à la Côte d'Ivoire plus de 1500 milliards de francs CFA chaque année. Je dis bien 1500 milliards de francs CFA. J'ai eu la grâce de travailler avec le gouvernement passé. J'ai eu la grâce de travailler avec ce gouvernement. Et je vous dis et je vous informe, ce qui est à l'intérieur ne peut pas vous plaire si vous le savez. Une corruption exceptionnelle. Vous avez des gens qui ont un salaire de 2-3 millions de francs CFA, ont une maison de 3 milliards. Vous avez des gens qui sont à la douane, ils ont un bâtiment de 5 milliards. Et donc c'est pour cela que la dernière fois, je vous avais dit dans notre programme de cours constitutionnel, parce qu'on a créé un système de privilégiés, ceux-là, quand ils arrivent là, ils sont à l'école, hein, ils ont fait des études universitaires. Mais ils s'en contrebalancent parce que ça les aide. Ils ignorent les lois qu'eux-mêmes, ils ont écrites. Et 97% de la population est dans la misère. Il n'y a pas de voix pour eux. C'est pour ça que je vous demande, journalistes, je vous en prie, si je fais des erreurs, des fautes, dites-moi, je vais les corriger. Si j'ai dit quelque chose de mal, je viendrai m'excuser. Mais aidez-nous, aidez ce pays à aider ces pauvres-là, parce qu'ils n'ont pas de voix. Il y en a qui sont à Abidjan, c'est tellement dur qu'ils disent, je m'en vais au village. Des gens qui ont des niveaux universitaires. Et quand vous leur parlez, dites, mais qu'est-ce que vous voulez? Je suis à Abidjan, chez ma tante, chez mon oncle, on est dans le salon, on mange une seule fois par jour le matin. Oh, mais c'est difficile, donc j'étais obligé de venir au village. Des universitaires. Des hommes qui ont le niveau qu'on aurait dû utiliser dans notre pays pour faire autre chose. On ne peut pas les utiliser, ils sont au village. Mais on a un problème sérieux. Moi, je ne sais pas comment vous voulez qu'on adresse ce problème. Mais c'est votre plume. C'est vous qui devrez parler de ça. Quand vous êtes en face du chef de l'État, posez-lui des questions pertinentes. À moins que, bon, on va vous mettre time out, je ne sais pas, mais sinon, posez des questions pertinentes. Non, sincèrement, n'insultez pas le président de la République. Ne lui manquez pas de respect. Dites-lui la vérité. Posez-lui des questions que vous, ça vous tient à cœur. Monsieur le chef de l'État, pourquoi est-ce qu'on est pauvre? Monsieur le président de la République, pourquoi il y a la cherté de la vie? Monsieur le président Ouattara, pourquoi est-ce qu'on est dans le même système que vous faites Boigny, Bédier, etc. et dans le même système de précaré français, on est encore dedans? Monsieur le président, pourquoi vous êtes toujours avec la France, attaché à la France? Demandez-lui ces questions, posez-lui ces questions. Il faut qu'il vous réponde. Il est notre président, nous tous. Mais le peuple souffre. Les gens ne mangent pas. J'ai mal à la gorge. Non, moi, Dieu m'a fait grâce, hein, je vous dis, Dieu m'a vraiment fait grâce. Je mange à ma faim. Je mange 10 fois même par jour. Si je veux. Mais ça me fait mal de voir que ce pays qu'on dit c'est le pays phare et que 90 à 97% de sa population n'arrive pas à manger à sa faim. C'est là où le bas blesse. Nous tous, tous les partis politiques y compris, nous devons avoir quand même une même façon de voir la chose, d'analyser et de dire est-ce qu'on peut ensemble trouver une solution à ce problème. 13 ans de gouvernance, c'est trop. C'est pourquoi vous avez aux États-Unis 8 ans. Si vous venez au pouvoir, vous avez promis aux gens de faire ça, vous avez un plan. Vous organisez, vous dirigez, vous évaluez, vous réévaluez. Vous allez changer un peu le plan un tout petit peu. En 2 ans, on doit avoir une image de exactement ce que vous voulez faire. En 3 ans, ça commence à porter fruit. Nous avons 13 ans de gouvernance. On va de mal en pire. J'ai beaucoup de respect pour le président Ouattara. Beaucoup de respect pour lui. Il a certainement beaucoup fait. Mais c'est comme une goutte d'eau dans la lagune. Ce n'est pas suffisant. Ça ne suffit pas. Ce n'était même pas nécessaire d'avoir un Sénat. Il y a des dépenses inutiles. La dette est trop élevée par rapport à ce qu'on a fait
Au PIB, ça va, mais par rapport à ce qu'on a fait, ça ne va pas. 25 000 milliards, on dit, bon voilà, monsieur le président, qu'est-ce qu'on a fait exactement? Nous, on peut faire le calcul, hein, on attend le moment où on va demander au chef d'État, parce qu'on sait le kilomètre de route, ça coûte combien, on connaît. Un pont, ça coûte combien? On aimerait voir tout ça pour pouvoir essayer de changer quand le moment va venir. Mais ce n'est pas encore le moment. La corruption, on mettra fin à ça. 1500 milliards de corruption. Est-ce que vous savez ce qu'on peut faire avec 1500 milliards de corruption? C'est-à-dire, nous avons eu une réunion au Renouveau démocratique. On s'est même dit, nous avons 1400 milliards de corruption. 1400 milliards de corruption. Ça fait 20 fois la dette du pays. On s'est dit, et si on payait très bien les ministres? Et même on leur donnait des compensations après qu'ils ne soient plus ministres. Pour que si un ministre a une malversation, il va directement en prison. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait des gens qui souffrent et qu'il y ait des gens qui s'amusent avec 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards comme ça. Ils ne sont pas hommes d'affaires, ils n'ont jamais entrepris et puis ils sont extrêmement riches. Nous avons un problème sérieux. Et je ne dis pas ça pour exagérer. Hein. Vous-même, vous savez, ce que je dis n'est pas nouveau. On ne dit rien de nouveau. On est en train de dire haut ce que les gens disent bas. Et donc, numéro 10, la question numéro 10, la solution numéro 10, nous allons proposer un amendement de la Constitution pour mettre fin au Sénat. On n'a pas besoin d'un Sénat en Côte d'Ivoire. On mettra fin au Sénat. Tout ce programme de gouvernement sera mis en place dans l'objectif de la création d'emplois et de l'élargissement de l'assiette de l'État. Le faisant, nous réduirons les impôts, donc mettre fin à la cherté de la vie et la pauvreté. Pour conclure, je voudrais m'adresser aux hommes de Dieu, aux pasteurs et aux imams, de prier pour la Côte d'Ivoire, de prier pour le gouvernement, de prier pour l'Afrique. Je suis spirituel et j'ai eu la grâce de voyager et de voir ailleurs beaucoup de différences. Et je me pose souvent la question, mais qu'est-ce qui ne va pas avec l'Afrique? Pourquoi est-ce que c'est nous, les Noirs, c'est chez nous qu'on est pauvres? Alors que Dieu nous a bénis. Je vous ai dit, on a assis sur une économie de 2,5 fois la terre, c'est-à-dire 250 trillions de dollars. Mais nous sommes pauvres. Et ça ne vient pas de Dieu, ça vient de nos hommes. Nous avons fait, écoutez-moi bien, depuis 400 ans, nous sommes restés pauvres. Et puis quand je prends le chiffre de 400 ans, nous avons fait l'esclavage, les travaux forcés, l'indépendance conditionnée jusqu'à nos jours. Et on est toujours pauvres. Et dans mon analyse, je m'en vais toujours vers Dieu, parce que je ne sais pas, l'être humain est incapable de sauver l'Afrique, la Côte d'Ivoire. Je dis, les Israéliens ont fait 400 ans en Égypte. Du dernier prophète Malachi au Seigneur Jésus-Christ, il a fallu 400 ans. Dieu n'a pas parlé à ses enfants, à aucun prophète, pendant 400 ans. Parce qu'il est fâché contre ses enfants. Du Seigneur Jésus-Christ à la naissance du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a fallu encore 500 ans. Vous voyez, ça ne prend pas 20, 30, 50 ans, des centaines d'années. Mais je pense que le moment est venu pour qu'on s'en sorte. On ne peut pas passer 400 ans. Est-ce qu'on a été esclaves pendant combien d'années? On a vendu nos parents. Nous-mêmes, on a vendu nos parents, puisqu'on a participé. Pendant 300 ans, on est resté dans les travaux forcés. On ne s'est même pas battu pour nous-mêmes, mais on était prêt à prendre des fusils et aller mourir pour la France. Mais quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas avec nous. Donc moi, je conclus que c'est spirituel. C'est pourquoi je demande aux hommes de Dieu de vraiment prier pour ce pays, de prier pour le président Alassane Ouattara. Ça ne va pas. Le pays va mal. La pauvreté est présente. On ne vit pas longtemps et on vit mal.
Et s'il y a un paradis, nous tous nous savons qu'il y a un paradis, mais il y a des gens qui vont tellement bien vivre ici, ils iront encore bien vivre au paradis. 2 fois. Mais ce n'est pas nous. Non, ce n'est pas nous les Noirs. On vit mal ici. Malheur à toi si tu vas encore là-bas, tu es dans l'enfer. Non, j'ai mal, j'ai vraiment mal, comprenez, j'ai vraiment très mal. Alors, je lance cet appel sérieux aux hommes de Dieu de nous aider à sortir de cette pauvreté. Parce qu'il nous faut la prière. Vraiment, il nous faut la prière. Et si Dieu nous fait grâce, le renouveau démocratique, parce que à tous nos membres, nous leur disons, ne venez pas dans ce parti politique parce que vous voulez être ministre demain, ou bien directeur de société demain. Venez dans ce parti politique parce que notre objectif, c'est de faire de telle enseigne qu'il n'y a aucun pauvre à Man, à Guiglo, à Bouna, à Boisseau, à Alépé, à Memli. Il faudrait qu'on fasse de telle enseigne qu'on met un programme de gouvernement partout où on s'en va éliminer la pauvreté. C'est quand on a ce programme de gouvernement ensemble qu'on va pouvoir élever le pays, qu'on va pouvoir amener le pays quelque part. Mais si on s'oriente sur soi-même, on aura la même pauvreté qu'on a aujourd'hui. Et donc nous, c'est ce qu'on va faire si on arrive. Et même encore, on dit si Dieu nous utilise comme la voix, nous on est satisfait avec ça. C'est-à-dire, ce que nous disons, s'il y a un jeune parmi vous qui sera président demain, ou bien le président Ouattara lui-même dit « ce que ce parti est en train de dire est vrai, on va faire des changements », nous on est tranquille. Notre objectif c'est que nous on veut éliminer la pauvreté. C'est tout ce qui nous intéresse. Rien d'autre. Nous allons rendre gloire à Dieu si c'est le cas. C'est nous, c'est pas nous l'essentiel, c'est qu'on arrive à résoudre le problème de la Côte d'Ivoire. C'est tout ce qui nous intéresse. Mais Dieu va nous apporter, Dieu va nous mener vers le pouvoir. Parce que nous, on a sa crainte, c'est là-bas qu'on va aller. C'est là qu'on va changer. Parce que le changement, là, c'est quoi? Ce sont les politiques économiques qu'on met en place pour aider les pauvres. Si on n'a pas ça dans la tête, alors on est au gouvernement pour absolument rien que pour soi-même. Et c'est pour cela qu'on a ce problème depuis 65 ans, 63 ans, je dirais. Alors, sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, et je vous remercie, et je suis ouvert aux questions.